ça n'a pas un effet au long terme. Merci Céline. Direction les Maldives maintenant, avec ses eaux turquoises, ses cocotiers à perte de vue, ses plages de sable fin. Cet archipel de rêve attire les touristes du monde entier, dont 55 000 Français en 2013. En avril dernier, une information est passée presque inaperçue, elle a été peu commentée. Les Maldives ont décidé de rétablir la peine de mort, notamment pour les enfants. La peine capitale pour des mineurs dès l'âge de 7 ans. Ces îles sont une république islamique parmi les plus strictes de la planète. Et depuis 2012, la charia est appliquée à la lettre. Nous avons enquêté sur l'envers de la carte postale. Un reportage signé Nicolas Bertrand et David Dameda. Nicolas rejoindra Guylaine sur ce plateau pour répondre à ces questions. Vue du ciel, c'est encore plus beau que sur les catalogues d'agences de voyage. Les Maldives, petit paradis terrestre, 1200 îles et îlots entourés de barrières de corail somptueuses. Quand nous atterrissons sur l'île qui sert d'aéroport international, l'été bat son plein. Les touristes arrivent du monde entier, Européens en tête. Tout est fait pour que ça aille vite. En quelques minutes, les vacanciers sont transférés à bord de vedettes rapides ou dans des hydravions. Direction les hôtels de rêve. Nous n'allons pas prendre cette direction. Pour moins de 50 centimes, de petits ferries relient l'île capitale, Malé. Ici, nous sommes loin de l'image d'Épinal. Malé est la ville la plus densément peuplée au monde. Un trafic permanent, des immeubles écrasants. Il n'y a pas de plage pour les locaux, si ce n'est cette lagune artificielle où les maillots de bain sont interdits. La religion est omniprésente. Les Maldives sont une république islamique, une des plus strictes au monde. La loi, c'est la charia, appliquée chaque jour un peu plus à la lettre. Et si nous avons décidé de débarquer à Malé, c'est dans le but de rencontrer une jeune femme. Hello, good morning. Pour plus de discrétion, la rencontre a lieu dans notre voiture. Nous ne préciserons ni son âge, ni son nom. À sa demande, nous ne montrerons pas non plus son visage. Pourquoi est-ce que vous cachez votre visage aujourd'hui? Je cache mon visage parce que si je le montrais, je ne pense pas que je serais encore en vie. Et que je pourrais encore le montrer à quelqu'un d'autre. Si les gens savaient ce que je suis, ou ce en quoi je crois, ma famille me rejetterait et je serais hors la loi dans mon propre pays. Le crime de cette jeune femme, c'est d'être athée, sans religion. Et depuis 2008, la Constitution des Maldives oblige tous les citoyens à être musulmans sunnites. Pour elle, la situation est peu à peu devenue un enfer. La société était très modérée avant. Mais depuis 2004, ça a changé, totalement. Vous pouviez très clairement voir chaque jour de plus en plus de femmes porter la burqa. Il y avait une pression sociale pour la porter, dans le but d'intimider ceux qui ne voulaient pas la mettre. Je l'ai portée moi-même. La jeune femme veut nous montrer un bâtiment en plein centre-ville. C'est là qu'est appliquée la législation maldivienne, basée sur la loi islamique. C'est la cour de justice où ils flagellent les femmes condamnées pour adultère. Et ils font ça juste là? Oui, juste là, dehors. En public? Oui, ils font ça pour que tout le monde voit. Pour moi, c'est vraiment la peine la plus humiliante et la plus dégradante. Nous avons pu nous procurer une photo, prise lors de l'une de ces flagellations. Plus de 200 personnes ont été battues comme ça l'an dernier aux Maldives. Mais ce n'est pas tout. La peine de mort vient aussi de faire son retour dans le pays, conformément à la charia. Elle pourrait être appliquée dans les prochaines semaines.
Les touristes ne voient jamais ce côté-ci des Maldives, comment les gens vivent vraiment. Je pense que s'ils savaient, peut-être qu'il y aurait des pressions internationales sur notre gouvernement pour que ça change. Vous vous sentez seul? Oui, vraiment. Le témoignage de cette jeune femme sera le point de départ de notre enquête. Que se passe-t-il vraiment de l'autre côté de la carte postale? Dans un pays musulman depuis des centaines d'années, comment intégristes et extrémistes sont en train d'imposer leurs lois et bouleverser l'équilibre de l'archipel. Il n'y a qu'un seul musée aux Maldives, le seul témoin de l'histoire du pays. Et c'est là, très symboliquement, que les islamistes ont mené la première attaque. Nous avons pris rendez-vous avec Ismail Ashraf, un des restaurateurs du musée. Il se souvient ce matin-là, c'était le 9 février 2012. Des personnes sont entrées, elles étaient très violentes. Vous voyez ces vitrines, elles les ont attaquées. Les antiquités étaient exposées là. Une des personnes avait un pavé et les autres des barres en fer. Ils ont commencé à détruire les vitrines, ils les ont poussées. Tout ce qu'ils voulaient, c'était détruire les antiquités. Et s'ils ne pouvaient pas les casser, ils les prenaient et les jetaient au sol. C'était un des jours les plus sombres de l'histoire du pays. En ville, un coup d'État est en cours, la capitale est en proie à des vagues de violence. La police, soutenue par les fondamentalistes religieux, renverse le premier président démocratiquement élu. Mohamed Nasheed, ici au centre, jugé pas assez religieux. À l'intérieur du musée, voici ce que les caméras de surveillance ont enregistré. Une douzaine d'hommes, visages découverts, font irruption. Systématiquement, ils s'acharnent à détruire ces œuvres en calcaire ou en pierre de corail qui avaient traversé les siècles. Des antiquités uniques au monde qui avaient entre 850 et 1200 ans. Dès leur arrivée dans le musée, ils ont commencé à détruire les œuvres pré-islamiques qui se trouvaient dans cette collection. À partir de là, nous avons compris que tout était organisé. Ils savaient très bien ce qu'ils cherchaient. Des antiquités, des statues ou des bouddhas représentant des visages humains, proscrits par l'islam selon ces extrémistes. Voilà tout ce qui a pu être sauvé. Quelques fragments, impossibles désormais à restaurer. Les seuls témoins de l'histoire très ancienne des Maldives. Moi, je suis musulman. Ces antiquités juste là ne font pas de moi un mauvais musulman. Pas du tout. Ça ne veut pas dire que je vais me mettre à adorer ces statues. Mais d'après les gens qui les ont détruites, on ne devrait même pas les voir. Elles devraient être totalement anéanties. Mais en faisant ça, ils ne pourront jamais supprimer le fait que nos ancêtres maldiviens ont eu d'autres religions par le passé. Ça, c'est l'histoire. Oui. Personne n'a jamais été condamné pour ces destructions. L'enquête a été arrêtée après l'arrivée de plusieurs islamistes radicaux au sein du gouvernement. Mais pour l'instant, le climat délétère de la capitale n'aurait pas encore atteint le côté brillant de la carte postale. Celui qui fait rêver dans le monde entier et qui attire 1 million de touristes chaque année. 90 îles sont entièrement réservées aux vacanciers. Nous avons choisi de nous rendre sur l'une d'entre elles, à Medufushi, littéralement l'île du milieu. Et nous allons vite le comprendre. Ici, nous ne sommes plus vraiment aux Maldives. À commencer par le personnel, qui est presque exclusivement étranger. Juliette Marais à gauche, chargée de clientèle, est française. Kevin Tessera, le directeur général, est lui malaisien.
Formellement, c'est encore une république islamique. Pourtant, les tenues vestimentaires, les comportements et, plus surprenant, les lois aussi sont différentes du reste du pays. Le directeur nous emmène voir des produits qui sont pourtant illégaux aux Maldives. Ce bateau apporte les biens périssables et non périssables. Il y a 2 livraisons par semaine. Ça prend 8 heures pour venir de la capitale. Vous devez tout importer, tout ce que vous utilisez. Oui, tout sauf les noix de coco et les poissons. Tout le reste vient par bateau. L'hôtel a une licence pour importer l'alcool et une licence pour importer le porc. Nous pouvons donc importer ces 2 produits. Qui vous fournit cette licence? C'est le gouvernement maldivien qui nous autorise à les importer. Et il faut la renouveler? Oui, oui, il faut la renouveler et aussi payer pour ça, comme pour la licence d'hôtellerie que nous avons. Le patron ne nous révélera pas le prix de ces fameuses licences. Une chose est sûre, le gouvernement maldivien gagne beaucoup d'argent avec le porc et l'alcool, jugés pourtant contraires à l'islam. Il y a aussi les taxes sur tout ce que nous vendons. Plus nous vendons, plus le gouvernement gagne. Sur chaque bouteille qui arrive, nous sommes taxés une première fois et les touristes doivent aussi payer la TVA. Dans un pays où plus de 80% de l'économie repose sur le tourisme, la République islamique s'arrange donc avec la charia. C'est la norme dans tous les hôtels ici. Le bar est plein à ras-bord. Il y a tout, y compris le pastis. Et pour le directeur, ça ne devrait pas changer. Que ça soit un gouvernement conservateur ou démocrate, le revenu principal des Maldives, c'est le tourisme. Et je ne pense pas que le gouvernement peut y toucher s'il veut survivre. Ils ont besoin que les touristes viennent. Donc s'ils mettent en place une grande interdiction, alcool ou autre chose, ça ne concernera comme aujourd'hui que les îles habitées par des Maldiviens et la capitale Malé. Pour l'instant, le balai des touristes continue. Matthew et Charlotte, les Britanniques, sont loin de ces préoccupations au moment d'entamer leurs vacances. L'actualité tumultueuse du pays est gardée à distance et tout est fait dans ce but-là. Si vous aimez nager avec un masque et un tuba, ici vous trouverez le meilleur endroit de l'île. Et d'habitude, il y a beaucoup de bébés requins. Juste là. Ce n'est pas dangereux? Non, ils ont plus peur que vous. Ce couple en voyage de noces découvre ce qu'il est venu chercher. Un petit coin de paradis. Le lendemain, les vacances aux Maldives commencent souvent comme ça. Les jeunes mariés arrivent à la plage. Et ils vont faire la connaissance de Messi. Une exception ici, car contrairement aux autres employés, Messi est maldivien. Moi, c'est Messi. Et vous? Ok, donc je suis moniteur ici au centre de sport nautique depuis 6 ans. Aujourd'hui, c'est leçon de paddle, une sorte de surf à la rame. Très à l'aise avec les 2 Anglais, nous allons comprendre que pour Messi, même s'il a l'habitude, l'exercice est plus compliqué qu'il n'y paraît. À la fin de la journée, quand les touristes ont regagné leur villa, le jeune homme de 24 ans rentre chez lui. Ici, c'est la fin de la zone pour les vacanciers, et de ce côté, c'est pour le personnel. Et passé ce panneau, c'est la loi des Maldives qui s'applique. Après l'école, par exemple. La religion redevient aussi obligatoire. Voici la mosquée. Nous devons prier 5 fois par jour. Des imams donnent ici des conseils pour la vie de tous les jours. Spécialement pendant le Ramadan, ils nous expliquent davantage comment nous comporter avec les touristes.
Quel genre de choses? Par exemple, être fort. Même si on voit une femme avec un bikini, il ne faut pas la regarder. Messi ne dort pas dans les logements réservés au personnel. Lui a la chance de pouvoir rentrer chez lui. Son île n'est qu'à quelques kilomètres. Bienvenue chez moi. Le nom de l'île est Nalafushi. Il y a près de 500 habitants ici et la plupart sont des pêcheurs. Vous pouvez voir les bateaux de pêche. Tous les bateaux là sont des bateaux de pêche. Il n'y a pas de touristes? Non, pas de touristes, que des Maldiviens. Sur l'île, on pratiquait un islam modéré depuis des siècles, comme dans toutes les provinces du pays. Mais comme dans la capitale, la situation a changé ici aussi. Voici ma maison, et ça c'est ma mère. Elle fait de la corde à partir de noix de coco. Il y a 6 ans, elle s'est mise à porter la burqa, le foulard. C'est parce qu'un imam est venu de Malais. Et il a expliqué à ma mère la bonne façon de pratiquer la religion. Et elle a accepté ses conseils. Et qui est cet imam? C'est un salafiste? Oui, il est de Malais. Il a étudié à la Mecque. Et nous croyons qu'il connaît mieux que nous la religion. Dans ces îles reculées, les habitants ont vite accepté ces nouvelles pratiques, souvent effrayés par les prêches de ces imams. D'après l'islam, c'est une bonne chose de porter le voile. C'est ce qui est écrit. Au jour du jugement dernier, une femme ne peut aller au paradis que si elle porte le voile. Pour les jeunes comme Messi, coincés entre deux mondes, celui des touristes et celui des Maldiviens, le choc est souvent violent. Il n'y a rien d'interdit dans les hôtels. Enfin si, mais les gens font ce qu'ils veulent et personne n'y fait attention. Dans nos villages, tout est interdit. Et tout le monde se connaît, donc si vous faites quoi que ce soit, vous serez puni. J'ai un ami ici, il a fait 1 an de prison parce qu'il a refusé de donner son urine lors d'un alcotest. Et immédiatement, la police l'a mis en prison. Ce n'est pas juste. La charia n'est pas juste actuellement aux Maldives. C'est ce que je veux dire. C'est le point commun de tous les témoignages que nous avons recueillis jusqu'à présent. Une justice abusive et arbitraire, imposée par des groupes religieux toujours plus influents. Retour à Malé, la capitale. Une famille a accepté de nous rencontrer, mais à 2 conditions. Le rendez-vous est fixé à notre hôtel et après la tombée de la nuit, par discrétion. Un père, Ahmad, une mère, Aïchat, et leur avocat, Abdullah Hassin. Une loi vient de rétablir la peine de mort aux Maldives il y a 4 mois. Et si ses parents sont là devant nous, c'est parce que leur fils, Oumam, 21 ans, sera le premier à être exécuté. Je l'imagine tout le temps, même maintenant. Quand je pense à son exécution, je tombe dans un trou noir complet, je n'y arrive plus. Même quand je suis en train de travailler, je ne pense qu'à ça. Je suis tellement triste. Il n'est plus à la maison. C'est mon plus jeune fils. Je pleure tout le temps. Je ne veux pas que mon fils soit exécuté. La nouvelle loi précise chaque détail de la sentence. Article 16. La peine de mort est exécutée par injection. Injection létale. Oui. Une mort certaine,
Et pourtant, beaucoup de doutes encore. Oumam est accusé du meurtre d'un député, Ali Afrashim, que l'on voit ici. Un homme qui prônait un islam modéré. Pourtant, pour ses parents, ça ne tient pas. Pour eux, Oumam était peut-être un petit voyou, mais certainement pas le meurtrier d'un homme politique de haut rang. Leur avocat aussi est persuadé de son innocence. Ce n'est pas une erreur judiciaire. C'est intentionnel. Ils veulent à tout prix instaurer la charia. Et ce qu'ils veulent, c'est créer une jurisprudence. Après l'arrestation de mon client, des groupes religieux se sont fait entendre pour demander la peine de mort. Et à ce moment, le ministre de l'Intérieur a édicté cette nouvelle loi pour la mettre en pratique. Mon client a été sacrifié. Je ne vous dirai pas ça si je n'en étais pas absolument certain. Oumam serait un coupable parfait, un bouc émissaire, venu d'une famille pauvre. Dans leur combat pour instaurer la peine de mort, les islamistes sont allés plus loin encore. Selon le texte de loi, les mineurs sont aussi dorénavant passibles de la peine capitale aux Maldives. Seule nuance, ils ne pourront pas être exécutés immédiatement. Si l'enfant a moins de 18 ans, l'exécution de la peine de mort est reportée après ses 18 ans. Les mineurs condamnés devront attendre la mort en prison. Suite à l'article 11, la personne concernée doit rester en prison jusqu'à ce que la sentence soit exécutée. Il y a déjà 2 mineurs qui attendent aujourd'hui dans le couloir de la mort. La situation se rapproche de celle de l'Afghanistan, du Pakistan, de l'Arabie Saoudite et tous ces pays. C'est notre responsabilité de tout tenter pour que ça change. Pendant 15 jours, nous avons tenté d'entrer en contact avec les chefs religieux islamistes, ceux qui prônent aux Maldives l'application la plus stricte de la charia. En vain, ils n'ont jamais donné suite. Parmi eux, il y a le salafiste, Cheikh Adam Shamim, un homme très influent, proche du gouvernement. Nous avons décidé d'aller l'attendre devant la mosquée où il dirige souvent la prière, équipé d'une caméra cachée. Je cherche Cheikh Adam Shamim. Vous savez s'il est là? Je suis journaliste, je viens de France. 2 personnes de sa garde rapprochée tentent alors de nous dissuader. Je peux attendre ici, je n'ai rien d'autre à faire. Nous allons attendre en face de la mosquée jusqu'à la tombée de la nuit. Et finalement, un message. Il faut attendre là-bas. Quelques centaines de mètres plus loin, Cheikh Adam Shamim nous attend bien dans l'arrière-salle d'un restaurant. Le chef religieux a étudié le Coran en Arabie Saoudite avant de revenir aux Maldives pour, dit-il, partager ses connaissances. Nous, les spécialistes de l'islam, nous sommes revenus. Et ce pays a pu devenir davantage religieux. Nous avons aussi ramené des livres, traduits en anglais, pour que les fidèles reçoivent directement l'enseignement. Et les Maldiviens sont devenus meilleurs, très pieux. Adam Shamim a aussi rapporté de ses voyages l'idée d'un islam politique. Nous voulons la charia pour toutes les Maldives. Et nous faisons pression sur le président, le gouvernement et même sur la population. On rappelle constamment qu'il faut appliquer les lois de la religion. Par exemple, une nouvelle loi prévoit le retour de la peine de mort. Qu'en pensez-vous? Il y a certains cas où il faut punir une personne par la peine de mort, parce que c'est justifié dans la charia. C'est le prix du sang, un mort pour un mort. J'approuve l'application de la peine capitale.
Mais nous ne sommes pas d'accord avec la façon de tuer, l'injection létale. Nous regardons plutôt vers certains pays où les coupables sont pendus. Mais au temps du prophète Mohammed, la sentence habituelle était la décapitation avec un sabre. Mais l'ancien président maldivien avait pourtant signé des conventions internationales des droits de l'homme et des droits de l'enfant contre la peine de mort. Ça, c'est une simple signature. On peut toujours la changer. Déterminé, le leader religieux veut même aller plus loin. Après, nous essaierons. Nous voulons instaurer un tourisme propre aux Maldives. Sans alcool, sans fornication. Oui, un tourisme propre. C'est ce que nous voulons. 45 minutes d'interview. Et cher Adam Shamim semble finalement satisfait de nous avoir rencontrés. Quelle influence ces groupes radicaux et leurs idées ont-ils exactement? Impossible à savoir. Une chose est sûre, en quelques années, les libertés se sont considérablement réduites. Un homme peut en témoigner. Ibrahim Ouahid nous a donné rendez-vous en bas de chez lui, un matin avant de partir travailler. Il co-dirige la rédaction de la première chaîne d'information locale. Très critique à l'égard des nouveaux dirigeants du pays et de leurs alliés islamistes. Ibrahim avait l'habitude de recevoir des menaces sans y prêter attention avant ce jour-là. J'attendais là, assis sur ma moto. Et quand j'ai reçu le premier coup, je suis tombé. Et partout, il y avait du sang. Et la personne qui vous a frappé, qu'a-t-elle dit? Non, il n'a pas dit un mot. Il a juste frappé. Frappé ici, 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 et encore quelques coups, et voilà. À son arrivée à l'hôpital, les médecins affirment qu'il n'y a aucun espoir de le sauver. Pourtant, Ibrahim Ouahid est transféré au Sri Lanka par quelques amis, et après 7 mois de coma, il revient à lui. Je ne vois plus de l'œil droit. Je n'ai plus d'odorat. Plus de goût non plus. J'ai eu des fractures sur la tête et ici. Des plaques ont dû être insérées. Ça a été une opération très lourde, mais par chance je suis sauvé. Et vous souriez? Oui, je souris, c'est vrai. Ils ont voulu me tuer, mais ils ont échoué dans leur mission. Je suis là, je suis vivant et je fais mon travail. En fait, je revis pour la deuxième fois. Ibrahim est effectivement retourné au travail. Comme chaque matin, son équipe se réunit pour choisir les thèmes d'actualité qui seront traités. Une rédaction comme beaucoup d'autres, si ce n'est qu'ici, les journalistes ont appris à faire avec les menaces au quotidien. Par exemple, si nous traitons une affaire de corruption d'un membre du gouvernement, nous recevons des appels et ils nous menacent. Et parfois, ils appellent aussi nos familles pour leur dire de nous empêcher de faire nos reportages. Ils font tout ça. Ce qui est arrivé à Ibrahim, ça a été un traumatisme. Mais après son attaque, nous étions aussi motivés pour continuer ce que nous faisions. Pourtant, l'équipe a connu un deuxième traumatisme. C'était 8 mois plus tard. Regardez, vous voyez les traces de feu? C'était la cuisine à côté de notre studio. En pleine nuit, des hommes masqués neutralisent le gardien de la chaîne de télévision. En quelques minutes, ils répandent de l'essence dans les régies, les studios et les salles de montage. Toutes les installations, le matériel et les archives partent en fumée. Si Ibrahim Ouahid accepte de témoigner, il reste très prudent. Jamais il n'a voulu dire qui, selon lui, se cache derrière ces attaques.
Probablement une façon de protéger son équipe malgré tout. Nous sommes dans une situation critique aux Maldives. Nous n'avons pas de liberté d'expression. J'aimerais vous dire que c'est le paradis, mais ce n'est pas le cas. C'est donc l'autre côté de la carte postale. Il y a un énorme côté sombre, oui, ici aux Maldives. Un état de visage. Aujourd'hui, des Maldiviens se battent pour des libertés fondamentales, alors qu'en Occident, le nom seul de leur pays fait rêver. Jusqu'à quand? Jusqu'où iront les autorités pour satisfaire les plus radicaux? Et combien de temps parviendront-elles à maintenir touristes et habitants dans deux mondes séparés? Nicolas, quelques nouvelles depuis votre tournage. Le jeune homme condamné à mort dont vous avez rencontré les parents, est-ce qu'il va être exécuté? Eh bien, je peux vous dire qu'au moment où je vous parle, le jeune Oumam, dont j'ai rencontré donc la famille, est actuellement toujours dans le couloir de la mort. J'ai pu parler il y a quelques instants avec son avocat. Il dit que la justice est complètement opaque, il n'a lui-même plus accès au dossier. Il a tenté de faire appel, mais ses appels ont été rejetés sans aucune raison très claire. Et il me dit qu'à tout instant, il s'attend à recevoir un coup de fil pour lui annoncer que son client a bel et bien été exécuté. Ce sentiment est d'ailleurs corroboré par les dires de plusieurs activistes anti-peine de mort qui me disent que selon eux, le matériel, l'équipement pour pratiquer les injections létales a bel et bien été livré dans la prison de Malafouchi. Ça pourrait dire donc que la première exécution devrait avoir lieu prochainement. En tout cas, il y a toujours actuellement 3 mineurs aussi qui se trouvent dans le couloir de la mort aux Maldives. Et la situation générale, est-ce qu'elle a évolué depuis votre tournage ? Alors, je dirais que ça a continué à se dégrader. Les journalistes maldiviens sont toujours des cibles. Il y en a l'un d'entre eux qui travaillait justement sur ces questions d'islamisme radical qui a disparu depuis 76 jours maintenant. On ne sait pas où il est. Il n'a plus donné de nouvelles. Probablement il a été enlevé. En tout cas, son bureau a été attaqué à coups de machette. Et pour la première fois, les Nations Unies semblent bien s'inquiéter de cette situation. Le commissaire aux droits de l'homme s'est dit alarmé, mais en réponse, le ministre de l'Intérieur maldivien a dit qu'il ne se laisserait pas dicter ses lois par les Occidentaux, par les Européens en particulier. Et il annonce, lui, que la peine de mort sera bel et bien appliquée. Et le tourisme, lui, se porte toujours aussi bien aux Maldives ? Absolument, le tourisme se porte bien. Vous savez, il y a toujours cette sorte d'apartheid entre Maldiviens et non Maldiviens. Les touristes restent sur leurs îles. Un hôtelier avec qui je parlais tout à l'heure me dit d'ailleurs qu'il s'attend à un record d'affluence pour la saison touristique haute qui s'ouvre dans un mois. Les Européens raffolent des Maldives. Il y a pourtant eu quelques prises de position. Parmi celles-ci, le fondateur de l'agence Nouvelles Frontières ou le chanteur Johnny Hallyday qui ont appelé à boycotter les Maldives jusqu'à ce que cette loi contre la peine de mort, enfin cette loi pour la peine de mort soit retirée. Mais actuellement, eh bien, ces appels n'ont pas été entendus. Non, pas de suite. Merci Nicolas pour ces compléments d'information. Et maintenant, nous refermons ensemble ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Avant notre prochain rendez-vous de jeudi prochain, vous pouvez rester en contact avec nous sur france2.fr et nous faire partager vos remarques et vos commentaires. Et vous pouvez aussi voter pour le reportage que vous voulez voir ou revoir dans Mon Envoyé spécial, cette fois sur france-tv-info.fr. À très vite. Et cette semaine, vous avez choisi une longue enquête intitulée « Textile, mode toxique » ou comment les vêtements que nous portons contiennent parfois des substances chimiques qui portent atteinte à la santé des consommateurs et à celle des travailleurs du textile. C'est samedi à 14 h. On se retrouve également jeudi prochain avec une enquête sur le sommeil, les dernières découvertes et ce qui marche ou pas pour nous assurer des nuits paisibles. Un thème d'actualité avec le passage à l'heure d'hiver ce week-end. Très belle soirée sur France 2. Tout de suite, c'est complément d'enquête. À vous, Nicolas Poincaré.